Bienvenue à tous pour une séance très importante et intéressante, le rapport de l'Académie de médecine sur la place de la médecine interventionnelle. C'est comme ça que s'intitule ce rapport. D'un point de vue sémantique, on verra si c'est plus de la médecine interventionnelle ou de l'endochirurgie. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une discussion intéressante. Et nous allons commencer, comme d'habitude, sur quelques nouvelles de notre compagnie, par Hubert Joannet. Alors, Monsieur le Président, deux informations. Donc, la semaine dernière, l'Académie tenait une session délocalisée à Rennes, qui a été, je crois, de très haut niveau, qui a été un grand succès, avec, dès le lendemain de la mise en ligne, plus de 700 vues, ce qui témoigne de l'intérêt des communications des différentes équipes de Rennes. Très bien coordonné, vous le voyez, par Karim Boudjena et ses élèves. Voilà. Et Fabien Robin. Voilà. Et Fabien Robin, là, mais les autres intervenants qui se sont montrés très, très brillants et également tous très intéressés par l'activité ou les activités de notre académie. Et je pense que nombre d'entre eux nous rejoindront bientôt. Voilà. Sinon, hier, nous avons été reçus à l'hôtel Matignon, donc l'Académie de chirurgie. Il s'agissait de continuer notre travail sur l'accès aux innovations avec l'Agence pour l'innovation en santé, de pouvoir permettre aux différents chirurgiens d'accéder plus rapidement aux innovations, qu'il s'agisse d'actes ou de dispositifs médicaux. Ce projet continue donc et nous avons de bons espoirs d'arriver à des résultats tangibles. Voilà, l'Agence de l'innovation se met en place et il apparaît quand même que le rôle des chirurgiens est quand même assez spécifique. Tant est vaste le sujet qu'on ne va pas détailler maintenant, mais qu'on a beaucoup détaillé hier soir, et avec l'impression d'avoir été bien entendu. Sujet en progression. Le compte-rendu de la superbe séance rennaise. Hubert. Donc il s'agissait d'une session délocalisée à Rennes qui était modérée et organisée par Karim Boudjema. La première communication était de Vincent Lavoué sur les greffes d'utérus. Le programme TULIP. Depuis 2000, plus de 90 interventions ont été réalisées dans le monde, donnant lieu à 50 naissances, dont 3 quarts à partir de donneuses vivantes et 1 quart à partir de patientes en état de mort encéphalique. À Rennes, depuis 2021, les accords ont été obtenus pour un PHRC, un CPP, ainsi que les accords de la NSM. Des travaux anatomiques, puis des auto- et allotransplantations ont été menés sur le gros animal, ainsi que les prélèvements sur l'humain. Il s'agit en fait d'un formidable challenge pour aligner toutes les briques pour arriver au début de la réalisation. Nicolas Bertheuil, la chirurgie plastique dans la reconstruction des cancers digestifs, qui nous a parlé d'une part des fistules œsotrachéales et d'autre part des reconstructions de néo-œsophage. La mortalité des fistules œsotrachéales est de 40% dans les cas traités publiés. Les lambeaux perforants portés par le muscle intercostal permettent de faire passer la survie de 38 à 68%, quel que soit l'espace intercostal. Par ailleurs, la création d'un néo-œsophage par reconstruction cutanée est réalisée en 3 temps: expansion cutanée, levée du lambeau cutané centré sur l'artère mammaire gauche, sur drain calibrateur, puis reconstruction presternale sur l'œsophagostomie et sur le grêle. Les 4 premiers patients mangent normalement, quand les chirurgiens plasticiens ouvrent des voies pour redresser des situations très compromises. Lucas Fréton, chirurgie d'affirmation de genre, les techniques chirurgicales. La féminisation comporte successivement le dégantage du pénis, la conservation de la couronne et des bandelettes vasculo-nerveuses du gland, l'évidement des corps caverneux, le repliement en avant du pubis, l'urétrostomie, la création des petites et grandes lèvres, puis l'invagination du fourreau pénien dans le fascia de Denon-Villiers complété par la pose scrotale. Dans la littérature, la vaginoplastie mesure 9 cm avec moins de 10% de complications. Réalisée à Rennes depuis 2022 pour répondre à une demande importante. Adrien Caladji, évolution dans le traitement endovasculaire des anévrismes de l'aorte depuis 20 ans. Introduit en 1990, les résultats en 2020 montraient une diminution de la morbimortalité post-opératoire, mais pas de la survie à long terme à cause des endofuites.
La planification préopératoire permet aux chirurgiens de s'adapter à l'anatomie. Les logiciels permettent de créer des endoprothèses complexes, personnalisées, pour cathétériser les branches. En 2019, 75% des anévrismes de l'aorte abdominale bénéficient en France d'un traitement endovasculaire. L'aorte thoracique suit. Le caractère essentiel du sizing pour la confection de ces endoprothèses. Erwan Fléché, assistance circulatoire mécanique de courte et longue durée, enjeux et perspectives. L'ECMO est un outil puissant, léger, peu cher, à effet immédiat, qui permet de passer le cap de l'arrêt cardiaque chez 40% des patients. La question du maillage territorial se pose. L'assistance de longue durée prise en charge est beaucoup plus chère, mais est une alternative à la transplantation. Malheureusement, elle est de moins en moins utilisée en France. Une clarification des indications, point d'interrogation. Enfin, Fabien Robin, l'avenir en transplantation hépatique. Pallier la pénurie de greffons et améliorer leur tolérance sont les deux objectifs actuels. L'oxygénation normothermique permet d'améliorer les greffons. En France, chaque année, 341 greffons sont concernés car ne sont actuellement pas utilisés mais pourraient être améliorés. La xénogreffe et le foie autoconstruit sont également des voies de recherche. Enfin, l'immunothérapie conçue pour les maladies auto-immunes pourrait transformer la tolérance des greffons. Des marges de manœuvre pour améliorer l'offre de soins. Actuellement, il existe 2,5 receveurs pour un seul donneur. Je vous remercie.